Madame la ministre, Agnès Pannier-Runacher, Monsieur le député Kasbarian, cher Paul-Adrien Hippolyte, chère Valérie Faudon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux avec Madeleine Hamel de représenter la Fondation pour l'innovation politique à l'occasion de cette table ronde qui s'intitule « Relocaliser, décarboner et rapatrier ». Alors j'aimerais avant tout, si vous me le permettez, saluer les nombreux internautes qui nous suivent via la plateforme de streaming. Je sais que vous êtes nombreux, notamment dans les campus régionaux en Île-de-France. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous envoyer des questions via l'application Telegram, puisque un temps sera accordé justement à vous répondre à la fin du débat. Alors j'aimerais également excuser Dominique Régnier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui ne peut malheureusement pas être avec nous ce matin, puisqu'il participe à un autre débat aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors quelques mots sur la Fondation pour l'innovation politique, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un think tank qui a le statut d'utilité publique, qui se définit comme progressiste, libéral et européen, pour aller vite, et qui, à travers la production de ses études, souhaite participer au pluralisme des idées et au renouvellement du débat public. Alors, pour ceux qui sont intéressés, tous nos travaux sont accessibles gratuitement sur notre site internet fondapol.org. Alors, je le disais en préambule, relocaliser, décarboner, rapatrier, c'est l'intitulé de cette table ronde, mais c'est aussi le nom que nous avons donné à notre nouvelle série d'études que nous venons de commencer à publier. J'ai justement avec moi le premier fascicule, qui est sorti il y a quelques jours de cela, relocaliser la production après la pandémie, point d'interrogation. J'insiste sur le point d'interrogation parce que je sais que l'auteur y est très attaché et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci Paul-Adrien d'avoir accepté notre invitation. D'autres études suivront dans les prochaines semaines, notamment une note très savante de Valérie Faudon sur la réindustrialisation de la France. Alors, pourquoi cette thématique de relocalisation? Tout simplement parce que nous jugeons que c'est un sujet essentiel pour l'avenir de la France. On l'a vu pendant la pandémie, a été mis en lumière finalement notre dépendance par rapport aux importations de produits, de biens essentiels. On atteste ces masques de protection respiratoire. Et cette dépendance à l'égard du monde, à l'égard d'autres puissances mondiales, peut être jugée préoccupante par toute une partie de nos concitoyens qui ont le sentiment finalement que le pouvoir étatique n'est plus en mesure de protéger sa population face à une menace extérieure. Et du coup, dans des démocraties comme la nôtre, comme la France, en général, on constate que l'efficacité du pouvoir, quand elle est jugée assez faible, a des répercussions et alimente notamment les interrogations qui préexistaient déjà avant la crise du Covid. Pardon, je m'étrangle avec le masque. Avant la crise du Covid, et viennent justement alimenter certaines suspicions. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu lancer cette série. Je propose à Madeleine Hamel de présenter les différents intervenants. Merci. Bonjour à tous. On reçoit donc ce matin, avec plaisir, le député Monsieur Guillaume Kasbarian. Vous êtes donc député de la première circonscription d'Eure-et-Loir. Vous êtes également rapporteur d'une commission d'enquête sur la politique industrielle française. Et vous pilotez le projet de loi ASAP sur l'accélération et la simplification de l'action publique qui devrait du coup rentrer à l'Assemblée nationale en septembre 2020, donc incessamment sous peu. On a également le plaisir d'accueillir Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Adhérente En Marche depuis 2016, vous aviez ensuite été référente du 16e jusqu'en 2017. Vous êtes nommée au gouvernement en octobre 2018 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Et depuis juillet 2020, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé de l'industrie. Nous accueillons aussi Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire et vice-présidente de la European Nuclear Society. Vous êtes également enseignante à Sciences Po. Et comme Victor le disait, nous accueillons également l'auteur d'une de nos premières notes de cette série, Paul-Adrien Hippolyte, économiste de formation, diplômé de l'École normale supérieure et ingénieur du corps des mines, actuellement détaché à Bruxelles. Vous êtes l'auteur de plusieurs notes pour la Fondation, notamment sur la politique commerciale européenne et la politique de concurrence, et sur l'économie des GAFAM, que vous avez écrit avec votre co-auteur Antoine Michon. On peut déjà passer aux questions avec une première question pour Madame la Ministre.
Le gouvernement a récemment présenté son plan de relance France Relance, dans lequel une large place est faite sur les processus de relocalisation et de réindustrialisation. On parle notamment de 1 milliard d'euros qui y seront dédiés. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce volet du plan de relance, en insistant notamment sur la façon dont ce montant sera alloué, quels sont les projets concernés, les secteurs et chaînes de valeur qui vont pouvoir en profiter, et également comment ont-ils été sélectionnés et comment sont-ils choisis? Merci. Alors, merci beaucoup pour la question. Bonjour à tous. Je vais d'abord peut-être donner un tout petit peu de sens sur pourquoi la relocalisation est un enjeu important du plan de relance. C'était déjà un enjeu important du pacte productif sur lequel on travaillait avant la crise sanitaire de la Covid. Ce qui veut dire que ce n'est pas un sujet nouveau. C'est d'ailleurs un sujet qui est dans l'agenda politique depuis grosso modo 2010, premier moment où des dispositifs favorisant les relocalisations ont été mis en place au niveau de l'État. Certes, la crise de la Covid a mis en évidence des vulnérabilités criantes de nos chaînes de production et ça a facilité la prise de conscience, mais la question de réindustrialiser la France ou remettre de la production industrielle en France, elle est au cœur de notre projet politique depuis 3 ans. Et je rappelle que pour la première fois, en 2017, en 2018, en 2019, on recrée de l'emploi industriel en France alors qu'on en a détruit entre 2000 et 2016 plus de 1 million. Réindustrialiser, c'est remettre de l'emploi dans les territoires, loin des agglomérations qui concentrent les richesses. Donc, c'est un intérêt territorial, social. Et puis, il y a évidemment la participation de l'industrie à la transition écologique et énergétique. Si vous voulez avoir un moteur décarboné ou des constructions qui n'émettent pas du CO2, il va bien falloir renouveler ces processus. Et c'est dans l'industrie que ça se passera. C'est pour ces raisons qu'on a mis le paquet. Alors, dans le plan de relance, pour revenir à votre question, 1 milliard d'euros en 2 parties. Une première partie vise à venir des territoires, c'est-à-dire nous avons depuis, là encore, 1 an et demi, un dispositif territoire d'industrie qui vise à faciliter la réindustrialisation de territoires éloignés des grandes agglomérations. Ce dispositif a fait remonter 1500 fiches actions, des fiches actions autour de la formation, de l'attractivité des territoires, mais des fiches actions aussi très précises pour remettre de l'industrie dans les territoires. Et nous allons accélérer ce travail de fond pour pouvoir financer, d'ici la fin de l'année, si tout va bien, une 40aine de projets, et continuer ce travail pour accélérer les autres projets dans les mois qui viennent. Et pour ce dispositif-là, nous disposons de 400 millions d'euros au total 2020, 2021, 2022. Le deuxième dispositif est un dispositif qui a été, je dirais, plus organisé. Il est organisé autour de 5 filières. Pourquoi ces 5 filières? Parce que nous avons confronté les problèmes d'approvisionnement, les filières et les travaux des économistes. Et ces filières-là sont ressorties comme particulièrement critiques. Il s'agit de l'agroalimentaire, de la santé, de l'électronique, des technologies autour de la 5G, dans le champ industriel, et des intrants critiques, c'est-à-dire les matières premières, retravaillées éventuellement, qui rentrent dans les processus de production. Ça peut être notamment dans le domaine chimique. Là, nous disposons de 600 millions d'euros et les appels à projets ont été lancés. Nous avons d'ores et déjà une 30aine de projets qui sont remontés. Évidemment, notre ambition, c'est d'aller plus loin. Des projets qui peuvent être de petite taille, 50 salariés, jusqu'à des projets plus ambitieux, de plusieurs centaines de salariés. Et l'objectif, effectivement, c'est d'accompagner ces projets. Au-delà de ça, si on regarde ce qui a raté en 2010, puisque en 2010, les aides à la réindustrialisation n'ont pas été très efficaces, je pense qu'il manquait 2 choses. La première chose, c'est que ces aides, elles arrivent 2 ans après la crise, donc 1 an et demi après la crise, le démarrage de la crise. Le mal est déjà fait, les plans sociaux sont déjà partis. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi accompagner les entrepreneurs. Vous avez des donneurs d'ordre très puissants qui sont capables de s'organiser, mais si on veut relocaliser, c'est une logique aussi d'écosystème et des logiques de filière. Ça veut dire que les relations clients-fournisseurs doivent être traitées, la commande publique doit être traitée, la question de la qualité de l'appareil productif français doit être traitée, il faut le moderniser, nous avons d'autres dispositifs qui vont contribuer à le faire. Enfin, dernier point, et non des moindres, il faut tout simplement former
les dirigeants. Et c'est ce que nous faisons avec la BPI, en permettant aux patrons de PME et d'ETI de monter en compétences pour justement s'engager dans cette course à la réindustrialisation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Justement, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur l'attractivité de la France, j'aurais une question pour vous, Monsieur le député Kasbarian. On le sait, en matière de coûts de production, la France souffre, et ses entreprises et ses industries souffrent de prélèvements obligatoires importants, notamment par rapport à certains de ses voisins européens. Et du coup, justement, pour redynamiser ce secteur, pour rendre nos territoires attractifs, que faire pour éviter justement que les entreprises, que les industries relocalisent plutôt dans des pays européens autres que la France? Merci beaucoup. Alors je souscris totalement à ce que vient de dire Agnès à l'instant sur la présentation du plan de relance et les moyens d'accélérer les relocalisations. Pour répondre à votre question de la compétitivité, il y a quand même eu un élément majeur qui a été annoncé tout récemment, c'est la baisse des impôts de production. Ça fait des années et des années que tout le monde en parle, qu'il y a un consensus pour se dire que la base de calcul de ces impôts est injuste, puisque vous n'avez pas encore commencé à gagner et faire du profit, que vous devez déjà payer des impôts de production. Il y a un constat partagé sur le fait que ça grève la compétitivité par rapport à certains de nos voisins. Il y a un constat partagé sur le fait qu'il faut redonner des marges de manœuvre aux industries, et nous, on le fait. On le fait de façon massive, avec 10 milliards cette année, 10 milliards l'année qui vient. Moi, je suis très heureux qu'on ait réussi à avancer dans cette direction-là et que ça puisse redonner de la compétitivité aux entreprises et notamment aux industries qui souffraient de ces impôts de production. Après, la compétitivité, c'est pas qu'une histoire de coût du travail ou d'imposition, c'est aussi des choses très opérationnelles. Et c'est là où je voulais détailler un petit peu, c'est la question de l'accélération et de la simplification des relocalisations. Parce que tout le monde parle de relocaliser, encore faut-il pouvoir le faire. Et nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les entrepreneurs qui décident de créer des lignes de production, de relocaliser, sont parfois empêtrés dans des procédures administratives très longues, très complexes, très insécurisantes, qui les empêchent en fait de façon très opérationnelle de relocaliser ou qui mettent un sérieux frein à leur projet de relocalisation. Et en plus de ça, pour revenir à votre question sur la compétitivité, on est parfois moins compétitif que nos voisins et moins bien classé sous l'angle du fardeau administratif que l'on impose aux industriels qui souhaitent relocaliser. Alors, on s'est attaché avec Agnès en tête de faciliter les relocalisations avec notamment un rapport que j'ai remis au Premier ministre en septembre dernier qui est en train d'être mis en place et qui va donner lieu à une loi qui arrive dès demain à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a créé 78 sites clés en main qui permettent d'attirer des investisseurs qui souhaitent investir et qui leur dit en top chrono, 3 mois, vous avez les feux verts pour pouvoir poser la première pierre. Parce qu'on a fait toutes les études environnementales pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'espèces protégées et que la biodiversité était protégée. Parce qu'on a vérifié sous-sol et il n'y a pas de villa gallo-romaine ou de vestiges qui fait qu'on devrait arrêter la construction. Parce qu'on a les élus locaux à bord qui sont prêts à signer les permis de construire. Et ça, c'est un vrai argument différenciant compétitif pour dire aux industriels, choisissez la France, venez vous installer ici. Puis on a d'autres mesures qui arrivent, qui vont permettre de sécuriser les porteurs de projets, pour éviter qu'en cours de route, ils aient des aléas de réglementation qui fait qu'on leur dit, non, il faut reprendre le dossier à zéro, parce qu'entre-temps, la législation a changé, il y a eu un nouveau décret, etc. Donc on va les sécuriser, pour que du moment où ils ont déposé leur dossier administratif, ils puissent plus être soumis aux aléas de la réglementation. On va permettre au préfet de prendre des adaptations par rapport à la procédure, pour dans certains cas aller un peu plus vite. On va permettre au préfet de mieux piloter les projets de relocalisation sur le territoire. On va pouvoir éventuellement leur donner l'autorisation aux industries de commencer les travaux quand tout a été vérifié sur le plan environnemental et qu'il ne reste que quelques papiers sur quelques parcelles, leur dire allez-y, vous pouvez commencer parce que c'est important pour l'entreprise de produire. Donc vous voyez que la question des relocalisations, elle est sur la compétitivité. Elle est sur la compétitivité coût, mais aussi hors coût. Et la question opérationnelle, il ne faut pas la négliger. En France, on a souvent tendance à penser qu'on annonce des choses et l'intendance suivra. Je pense au contraire, et je sais qu'Agnès y est très attachée, qu'il faut vraiment vérifier sur le terrain que ça suit. Et qu'on n'est pas comme dans les 12 travaux d'Astérix, où on envoie l'industriel d'un bureau à l'autre en disant allez chercher le feuillet bleu, allez chercher le feuillet rose, et vous le voyez courir dans toutes les administrations différentes. Et le pauvre, en fait, au final, il avait envie de relocaliser. Il avait envie de créer des emplois en France sur le territoire, mais il est empêché d'un point de vue opérationnel de le faire. Et je crois que notre force, c'est d'être capable d'être sur le terrain et de lever ces freins pour pouvoir accélérer et simplifier les relocalisations auprès des industriels qui souhaitent choisir la France
pour produire. Merci beaucoup. Je reprends le micro également parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure que Madame la Ministre devra quitter cette table ronde à 9h45 parce qu'elle a des impératifs. Voilà. Ma prochaine question, c'est pour Madame Valérie Faudon. On parle de relocalisation, des manières de rendre possibles ces relocalisations et la réindustrialisation. Il y a également un volet énergie qui est assez important parce que tous ces processus s'accompagnent de besoins en fait en termes de ressources énergétiques. Aux États-Unis, on a vu qu'il y avait des processus de réindustrialisation qui ont vu le jour ces derniers temps, également en parallèle d'extraction de gaz de schiste, pour asseoir justement cette indépendance énergétique. En France ou en Europe, de quels outils dispose-t-on à ce niveau-là ? Et voilà, qu'est-ce qui est possible et envisageable en la matière ? Oui, tout à fait. Il y a une étude de 2017 qui a été réalisée sur 85 pays qui dit que le premier facteur d'attractivité, c'est la qualité de la production électrique. Donc c'est extrêmement important, en particulier pour les industriels. Vous parliez des États-Unis, c'est d'autant plus important qu'actuellement, certains États, je pense à la Californie, sont en train de faire leur transition énergétique et mal planifiée. Et vous savez qu'il y a eu des très grosses coupures d'électricité cet été en Californie, qui est quand même la 4e économie du monde. Donc, en effet, l'étude que je fais actuellement pour la Fondapol est en train de regarder justement le rôle de cette infrastructure électrique pour relocaliser. Sachant qu'aujourd'hui, il y a 3 facteurs qui comptent énormément, en particulier pour ce qu'on appelle les gros électro-intensifs, c'est-à-dire les industriels qui sont des grands consommateurs d'électricité. Il faut savoir qu'en France, on a 500 sites industriels qui sont directement reliés aux lignes à haute tension. Donc, ils sont vraiment des très gros consommateurs d'électricité, et certains des chimistes ou des métallurgistes, je pense à l'aluminium en particulier, mais aussi la production de chlore, on a le coût de l'électricité qui représente jusqu'à 50% du coût total de production. Donc c'est vraiment un facteur clé. Je pense au site d'aluminium Dunkerque, d'électrolyse d'aluminium Dunkerque, qui est à côté de la centrale nucléaire de Gravelines. Si on n'avait pas eu la centrale nucléaire de Gravelines, ça ferait longtemps que le site aluminium Dunkerque serait parti. Donc on a la chance en France d'avoir une électricité grâce historiquement à l'hydroélectricité puis au parc nucléaire, qui a 3 grandes qualités. La première, c'est une qualité. On a aujourd'hui une très grande qualité en termes, il n'y a pas de coupure, la qualité de la fréquence qui est importante pour les industriels. On est noté par la Banque mondiale numéro 2 en qualité d'électricité dans le monde, juste derrière la Norvège qui est hydro, donc c'est un gros facteur. Le deuxième, c'est qu'on est toujours pas cher, c'est-à-dire qu'on a le coût de production industrielle parmi les moins chers d'Europe, derrière justement les grands pays hydro, Norvège et puis Suède, hydronucléaire. Et puis le troisième point, on ne l'a pas construit pour ça, mais c'est une chance, c'est que le nucléaire est très peu carboné comme électricité, donc aujourd'hui, on est un des pays aussi les plus décarbonés du monde, 50 grammes. Il faut vous dire que 50 grammes par kilowattheure, l'Europe, c'est 350 grammes. Notre voisin, c'est 400 grammes, l'Allemagne. Donc, c'est un très gros avantage. Donc, c'est un très gros avantage pour les électro-intensifs, et je l'ai dit aujourd'hui. Mais c'est un avantage pour demain. Et je pense que votre étude le met en avant. Il faut aussi positionner sur les marchés qui vont démarrer. Et je vais vous donner 3 exemples. Donc le premier, c'est toujours l'alu. Donc là, l'alu, aujourd'hui on a parlé coût de production, mais il faut savoir qu'une tonne d'alu produite en France, c'est 2 tonnes de CO2, émissions totales directes, indirectes. Si c'était produit en Chine, c'est 15 tonnes. Donc pour demain, quand on va commencer à parler taxes carbone, frontières, etc., le fait que notre électricité soit décarbonée, c'est aussi un atout de ce point de vue-là. Deuxième exemple, l'hydrogène. On parle beaucoup de l'hydrogène parce que le gouvernement a un très gros plan hydrogène. La méthode qui est de produire aujourd'hui de l'hydrogène avec l'électricité du réseau, qui est complètement décarbonée en France, et on est un des seuls pays dans le monde pour ça, c'est ce qu'il y a de plus compétitif pour produire de l'hydrogène. Tout simple pour 2 raisons simples, c'est qu'on produit l'hydrogène près du lieu de consommation, donc on n'a pas les coûts aval, et puis ensuite la durée d'utilisation d'électrolyseurs est plus grande. Enfin, on peut utiliser les électrolyseurs tout le temps. Donc c'est un atout. Quand je vois que dans le plan hydrogène allemand, il prévoit 2050 d'importer de l'hydrogène du Chili, on leur produira leur hydrogène décarboné. Ça sera une différenciation pour nous. Et puis le troisième point avant de passer la main, industrie 4.0, c'est des industries avec beaucoup d'automatisme, mais surtout beaucoup de data. Énormément de data. Aujourd'hui, on a déjà, en particulier dans le nord de la France, un lieu avec énormément de data centers. Les grands industriels du numérique, ils cherchent aujourd'hui de l'électricité encore de qualité, mais de l'électricité décarbonée, parce que ça fait partie de leur responsabilité sociale d'entreprise. Donc ça va être aussi un grand facteur d'attractivité pour nous. Voilà.
Merci beaucoup. Paul-Adrien Hippolyte, dans l'étude que vous venez donc de publier à la Fondation pour l'innovation politique, vous dites qu'il faut localiser les chaînes de production de demain plutôt que d'essayer de relocaliser des chaînes de production anciennes pour lesquelles la France a déjà un retard important, enregistré un retard important par rapport à d'autres puissances du monde. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette thèse que vous développez dans la note et peut-être également donner quelques exemples concrets justement sur des chaînes de production pour lesquelles la France devrait investir? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais vous présenter, comme le disait Victor, la thèse principale qui est défendue dans cette note et qui est du coup de plutôt mettre l'accent sur la localisation plutôt que la relocalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que hormis des cas particuliers sur lesquels on pourra revenir, l'objectif ne devrait pas tant être de faire revenir en fait ce qui était là et ce qui est parti, ce qui a été délocalisé, mais plutôt d'attirer ce qui n'a jamais vraiment été là en fait, ou trop peu, à savoir notamment les technologies numériques, tout ce qui tourne autour des technologies numériques, dans lesquelles on a au niveau industriel, au niveau du développement de la propriété intellectuelle, un vrai retard malheureusement sur les États-Unis et puis de plus en plus sur les grandes puissances asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Donc, comment j'en suis arrivé à cette thèse? C'est plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait qu'un certain nombre de points amènent à nuancer la perspective d'une vaste politique de relocalisation. C'est d'une part l'impossible relocalisation de certaines chaînes de valeur, je pense qu'il faut en être conscient, pour des raisons géographiques, par exemple, tout bêtement, si on pense à l'énergie, les hydrocarbures, l'uranium, tout ce dont on importe pour notre consommation énergétique finale, on ne le produit pas sur le territoire et ce sera très difficile de le faire dans les quantités requises. Si on pense même dans un univers plus vert où il y aura du renouvelable, il faudra aussi des batteries, des métaux, du coup, pour ces batteries qu'on n'est pas capable d'extraire en quantité suffisante. C'est aussi, au-delà des raisons géographiques, des raisons technologiques. On n'a pas forcément les savoir-faire, on n'a pas forcément les brevets, la propriété intellectuelle pour produire toutes les technologies dont on a besoin, tous les produits dont on a besoin. Et dans la note, on développe un exemple à ce sujet qui est celui des écrans de smartphones, de téléviseurs par exemple, où toute la production aujourd'hui est en Asie, concentrée dans quelques grosses entreprises. Et hormis arriver à attirer ces entreprises, ce sera très difficile de répliquer rapidement ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Et puis un dernier point, c'est les raisons économiques. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. On n'a pas forcément la taille critique à l'échelle française pour relocaliser et rentabiliser des projets qui nécessitent de gros rendements d'échelle. Donc ça peut s'envisager au niveau européen, je pense que c'est une perspective qui serait intéressante, mais il faut garder à l'esprit que voilà, pour tout ce qui est industrie avec des gros capex, des gros coûts fixes, c'est compliqué de rentabiliser des projets à une échelle relativement petite. Et puis, il n'y a pas forcément aussi l'environnement fiscal et réglementaire qui permettent de rentabiliser toutes les activités. C'est aussi pour ça que beaucoup sont partis, en fait. Donc, ça, c'est un premier gros point. Et le deuxième, c'est la réalité du commerce international, qui est, en fait, le plus souvent fait de dépendance mutuelle, et donc qui ne sont pas forcément problématiques dès lors qu'il y a des intérêts bien compris entre partenaires et qu'on n'a pas forcément intérêt à adopter une stratégie non coopérative vis-à-vis de l'autre. Il y a un cas type, c'est par exemple, j'importe un bien d'un pays qui, pour le produire, est amené à utiliser, par exemple, certaines de mes technologies. Et ben, voilà, il en a besoin pour le produire, il va pas demain arrêter de nous l'exporter. Le cas type aussi, c'est l'importateur, enfin, on importe un bien qu'on va en fait assembler sur le territoire et ensuite l'exportateur original en aura besoin et va l'importer pour sa consommation finale. Donc tout ça, c'est des cas concret, et il y en a un qui est assez intéressant d'ailleurs, l'exemple est donné dans la note, c'est dans la crise, il y a un producteur suisse de respirateurs, donc les respirateurs qui sont utilisés dans les hôpitaux, qui utilisait des équipements roumains pour produire ces respirateurs. Et au début de la crise, il y a eu un contrôle des exportations et ça a compliqué en fait la vente de ces matériels à la Suisse. Et voilà, on se rend bien compte qu'en fait, ni les Roumains n'avaient intérêt à ne pas être coopératifs vis-à-vis des Suisses parce qu'ils ont besoin des respirateurs, ni les Suisses vis-à-vis des Roumains puisqu'ils ont besoin des équipements pour les produire. Et donc, en résumé, on a pas mal de situations où les relocalisations sont impossibles. On en a aussi pas mal où, en fait, elles n'ont pas forcément lieu d'être puisqu'on a intérêt à se spécialiser et à bénéficier du commerce international. Ce qui laisse un périmètre qui est restreint, mais qui est néanmoins important. Et je pense que c'est sur celui-là qu'il faut mettre l'accent. C'est un périmètre dans lequel on a des biens essentiels au fonctionnement du pays en cas de crise, premier critère. Deuxième critère, un risque de rupture d'approvisionnement, parce que par exemple, les chaînes de valeur sont complexes, il y a des potentiels goulots d'étranglement qui font que c'est difficile de monter en cadence si on a besoin d'en produire plus.
Et enfin, troisième critère, il n'y a pas d'alternative plus efficace. Par exemple, le stockage, parce que le produit est périssable, la diversification, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs et que c'est difficile d'en créer, et puis l'approvisionnement au niveau européen, par exemple. Donc ça, c'est le périmètre qui est certes restreint, mais qu'on peut creuser, je pense, de relocalisation. Et mon intuition, c'est que le sujet ne s'arrête pas là, parce qu'il faut aussi mettre l'accent en fait, sur la localisation, puisque notre intérêt, d'un point de vue à la fois économique et stratégique, c'est se positionner sur les segments industriels qui sont les plus créateurs de valeur. Au niveau économique, c'est clair, parce que c'est ce qui maximise la valeur ajoutée, donc le PIB. Et au niveau stratégique, c'est ce qui nous permet en fait, de nous positionner tout en haut de la chaîne alimentaire, en quelque sorte, et donc de créer ces relations de dépendance que je mentionnais tout à l'heure, qui font qu'aucun partenaire commercial ensuite n'a intérêt à avoir de stratégie non coopérative avec nous. Et là, force est de constater qu'il y a un domaine dans lequel on est quand même vraiment à la traîne, c'est les technologies numériques. Et donc ça couvre le software, le hardware, énormément d'activités qui ne sont pas uniquement le logiciel. Hein. D'où cette idée non pas de relocaliser, de faire revenir, mais de localiser la valeur. Et je pense que c'est important de faire la distinction parce qu'ensuite au niveau des politiques publiques qu'il faut actionner, ce ne sont pas exactement les mêmes leviers en fait, entre les deux. Donc on aura sans doute l'occasion de revenir plus tard sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Adrien. Justement, par rapport à tous les exemples que vous venez de donner, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le secteur des médicaments, avec Madame la Ministre, si vous le voulez bien, et notamment sur la question du paracétamol. On sait que le président Emmanuel Macron a fait la promesse que d'ici 3 ans, la chaîne de production du paracétamol serait rapatriée sur notre territoire. Or, on sait que la production de la molécule du paracétamol est totalement importée aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, vu qu'on n'est plus capable de la synthétiser depuis de nombreuses années. Du coup, je voulais vous interroger sur la manière, concrètement, de pouvoir relocaliser cette chaîne de production quand on sait par exemple que les Indiens ou les Chinois ont des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas et surtout des normes environnementales beaucoup moins strictes que la France. Et c'est une question qui est très liée. Quel impact finalement sur ce surcoût que risque d'engendrer cette relocalisation? Est-ce que c'est un impact qui aura des conséquences sur le pouvoir d'achat des consommateurs directement ou plutôt sur la sécurité sociale? Alors, c'est très intéressant votre question parce qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les pays à bas coût sont moins à bas coût qu'il y a 30 ans. Ça, c'est quand même une grande aide pour localiser ou relocaliser. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est que la question est de savoir ce qu'on localise. Est-ce que c'est une relocalisation? Est-ce que c'est la réinternalisation d'un sous-traitant? Est-ce que c'est une nouvelle production, par exemple un véhicule qui succède au modèle précédent, qu'on va finalement pas produire sur la plateforme hors de France et qu'on remet sur une plateforme française? C'est ça les questions qu'il faut se poser et il ne faut pas se focaliser uniquement sur les relocalisations. Là où en revanche je ne vous rejoins pas, et ça reboucle avec le paracétamol, c'est qu'il faut se garder de vouloir absolument considérer que la France va toujours prendre le côté valeur ajoutée extrême. Parce qu'en réalité, d'abord, les autres pays sont aussi en train de vouloir avoir la même stratégie et il y ait des productions dont la valeur ajoutée en soi n'est pas formidable, mais qui vous donne beaucoup plus d'agilité et de capacité à répondre à votre marché. Pour prendre l'exemple du paracétamol, oui, le coût de la synthèse du paracétamol est 20% supérieur en France qu'en Inde. Mais en fait, la part du principe actif dans la molécule, enfin plutôt dans le produit final, est faible. Et à l'arrivée, comme c'est 5%, c'est un surcoût de 1% sur le produit final. Ce surcoût de 1% sur le produit final, on pense collectivement être capable de le supporter parce que finalement, vous pouvez le rapprocher d'une assurance. Vous payez tous, on paye des assurances pour se protéger contre des risques. Le coût de l'assurance est en règle générale un pourcentage minoritaire de votre coût de revient. Néanmoins, vous le payez. Ben, c'est exactement la même chose. Et ce pourcent-là, on peut l'assumer. Et c'est très intéressant de regarder comment sont construits les prix de revient. Notamment, je prendrai un secteur comme le luxe, parce que c'est plus facile, hein. Forcément. Pour la relocalisation, c'est assez pratique. Le luxe, si vous regardez le prix d'un flacon de parfum, le prix du flacon
du flaconnage, c'est 1 €. Si le coût de production du flaconnage est de 10% plus cher en France qu'ailleurs, on parle donc de 10 centimes sur la bouteille. On pourrait discuter de la répartition de la valeur sur les coûts marketing et sur les autres coûts qui sont dans ce type de production. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de savoir s'il n'y a pas matière aussi à revoir la part du marketing, la part de la distribution dans nos chaînes de valeur. C'est ce que fait très exactement un 1083 ou un slip français lorsqu'il relocalise du textile en France, ou qu'il localise en réalité, parce qu'ils n'ont jamais délocalisé, donc ils localisent la production textile en France, c'est qu'ils revoient complètement la chaîne de valeur et qu'ils appuient sur certains postes, le marketing, la distribution, et ce qui leur donne un petit peu d'espace sur d'autres postes, et qu'ils créent une marque par d'autres moyens que la promotion classique. Donc on voit qu'il y a toute une réinvention aussi derrière de la manière dont on produit, qui doit être mise en valeur, comment on donne de la valeur au produit aussi, parce qu'il est fabriqué en France et qu'on peut le payer plus cher, parce qu'il a une empreinte décarbonée qui n'est pas seulement un coût objectif de la tonne carbone évitée, mais qui est aussi quelque chose dans lequel le consommateur est prêt à investir. Ce sont ces leviers-là qu'il va falloir utiliser. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous aimerait réagir aussi à ce que vient de dire la ministre. Ouais. Oui, moi, je voulais réagir aussi à ce que vous aviez dit avant, quand vous avez parlé des territoires d'industrie, parce que je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'investir dans des domaines où on a déjà des avantages compétitifs. Et on a un certain nombre d'écosystèmes industriels en France, en particulier qui sont identifiés dans les territoires d'industrie. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème industriel? C'est en gros un ensemble R&D, usines, en particulier supply chain, c'est-à-dire PME, des groupes de PME, et puis des services industriels, et puis un territoire autour. Typiquement, on a travaillé avec la Fabrique de l'Industrie sur le territoire Bourgogne, qui, vous savez, est un gros territoire où le nucléaire a un impact énorme sur les compétences métallurgiques. On a remis cette semaine une thèse à un jeune qui travaille sur la métallurgie des poudres, qui est une technologie qui permettra, avec des imprimantes 3D, de faire des aciers spéciaux de très haute résistance. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler sur ces systèmes-là. Bon, moi, je connais bien, évidemment, la filière nucléaire, qui n'est pas connue, enfin, parce que c'est quand même la 3e filière industrielle. Il y a 3000 entreprises et évidemment extrêmement présentes sur les territoires. Je parlais de la Bourgogne pour les métallurgies, mais vous savez qu'il y a des centrales nucléaires dans des lieux qui sont très loin de tout, et c'est souvent le seul employeur, avec des emplois extrêmement qualifiés, évidemment, de l'emploi local, non seulement indirect, mais aussi induit. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, dont vous avez parlé, c'est la question de la souveraineté énergétique, parce que ce sujet qui a créé le parc nucléaire à son origine, il faut savoir, parce qu'on vient de vivre un choc, que le premier choc pétrolier, donc 73-74, guerre du Kippour, multiplication par 4 du prix du pétrole du jour au lendemain. Et à cette époque, 70% de l'électricité française était produite avec du pétrole et du gaz. Donc je ne sais pas si vous voyez le choc que ça peut faire sur l'économie. C'est la première très grosse crise, en fait, évidemment, des années 70 qu'on a connues. Et on n'est pas à l'abri d'une crise équivalente. Il faut savoir aujourd'hui que notre facture pétrolière et gazière, c'est 45 milliards d'euros par an. Donc c'est 2/3 du déficit de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on consomme encore en France énormément de gaz et de pétrole. Et un des enjeux du plan de relance, c'est de diminuer notre dépendance par rapport à cette énergie fossile. Il faut savoir qu'actuellement, on va avoir en Europe, pour une très bonne raison, une fermeture du parc charbon, qui aujourd'hui, d'ici 2040, on aura donc 110 gigawatts, c'est en gros deux fois le parc français nucléaire qui va fermer chez nos voisins. Il faut fermer le charbon, c'est polluant, ça émet plein de CO2. En revanche, il y a une forte chance que ça soit remplacé par du gaz. L'Europe n'a quasiment plus de gaz. En fait, les gisements s'épuisent, que ce soit en Norvège ou en Europe. Donc c'est une nouvelle dépendance qui va venir. On voit notre voisin belge qui va fermer ses centrales en 2025, n'a toujours pas de plan. Donc ça va être du gaz. On voit ça dans beaucoup de pays du monde. On voit ça par exemple en Pennsylvanie, qui est un territoire qu'on a étudié aux États-Unis.
Donc il faut faire très attention, il faut prévoir à temps le renouvellement de notre parc nucléaire. Et les Français sont prêts parce que quand on regarde les études d'opinion, ils sont attachés à notre industrie et ils sont attachés à l'industrie nucléaire parce qu'ils savent que c'est une grande industrie. C'est d'autant plus étonnant qu'ils ne savent pas en général que ça n'émet pas de CO2. Et ils savent aussi qu'on pourra, ils adorent les renouvelables. Mais ils savent aussi qu'on ne pourra pas assurer notre sécurité d'approvisionnement de long terme avec uniquement du solaire et de l'éolien. Donc il faut préparer aussi le renouvellement de nos parcs nucléaires. Et c'est local, hein, c'est 90% de supply chain locale, hein, une centrale nucléaire à construire. Voilà. Merci beaucoup. J'avais une petite question pour vous, monsieur le député, sur l'emploi. En fait, on a beaucoup entendu que cette réindustrialisation, relocalisation ou localisation apporterait beaucoup d'emplois en France. On a vu au Royaume-Uni, aux États-Unis, que ce lien n'était pas forcément évident, et notamment avec les nouvelles dynamiques d'automatisation qui permettent aussi de réduire les coûts industriels. Certains observateurs ont notamment dit que ce seraient souvent des emplois hautement qualifiés et que du coup, voilà, ce lien n'était pas forcément automatique. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus et si vous pouviez nous décrire un peu ce mécanisme. Oui, alors, sur votre question, moi, j'ai pas le sentiment que l'industrie, ce soit que des emplois qualifiés. Enfin, en France, aujourd'hui, on a 3,2 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie. Il y a des ouvriers, des techniciens pas qualifiés ou qualifiés, des cadres effectivement, des ingénieurs. Vous avez tout un panel de compétences dans l'industrie et j'ai tendance à pas les opposer d'ailleurs entre eux. Mais ce sont des personnes qui sont fières de leur outil de production et qui sont fiers de fabriquer en France. Ils ont un attachement à leur territoire, un attachement à leur usine, un attachement à leur organisation qui est quand même hyper fort. Donc, faut faire attention à l'image qu'on peut renvoyer de l'industrie. Moi, je pense que beaucoup de relocalisations sont bénéfiques pour l'emploi. Enfin, je ne remets absolument pas en cause les vertus de la relocalisation, le fait de se dire, ou de la localisation, le fait de se dire, je vais créer une usine sur le territoire, ou faire une extension de site industriel, alors que précédemment, j'étais en train de produire à l'étranger. Et je vais du coup recruter pour ça, ou prendre du capital pour pouvoir avoir des machines, c'est vrai, et ou d'ailleurs, parce qu'il faut les deux. Et en plus de ça, ça fait travailler le territoire, parce que vous avez ensuite des sous-traitants, parce que vous avez des matières premières à faire venir, vous avez des personnes qui vous produisent des services, parce qu'il y a beaucoup de services autour de l'industrie. Vous avez aussi des personnes qui gravitent autour du territoire et qui vont servir ce nouvel entrant, enfin cette nouvelle usine sur le marché. Donc vraiment, je ne sais pas comment a été fait le comptage de l'étude, et moi je suis prêt à regarder dans le détail, mais faut quand même être fier quand un entrepreneur sur le territoire dit « moi j'ai décidé de venir ». Moi, je veux dire, chez moi en Eure-et-Loir, je suis le plus heureux des hommes quand je vois un industriel qui vient me voir et qui me dit « Guillaume, on réouvre une ligne de production chez nous alors qu'elle était partie à l'étranger ». Dans plein de secteurs. Moi, chez moi, j'ai des secteurs industriels lourds, légers. J'ai la Cosmétique Valley avec énormément de produits cosmétiques. Il y avait des éléments de cosmétiques d'ailleurs qui avaient été envoyés très très loin en Asie et sur lesquels, en ce moment, la Cosmétique Valley se dit qu'il faudrait quand même qu'on les rapatrie chez nous parce qu'on a peut-être une valeur ajoutée à produire et que ça serait bien qu'on le fasse chez nous. Mais à chaque fois, c'est une fierté pour le territoire. C'est des emplois en direct, c'est des emplois en indirect. C'est éventuellement des sous-traitants, c'est même des agriculteurs. Je vous parlais de l'agriculture de la Cosmétique Valley. On a des boîtes comme Alban Muller, par exemple, qui est une boîte de cosmétiques, qui a décidé de s'approvisionner à partir de plantes produites localement en Eure-et-Loir. Et j'ai aujourd'hui des agriculteurs dans mon territoire qui sont des agriculteurs intensifs sur du céréal, qui ont décidé de faire de la diversification et de produire des plantes à destination de la Cosmétique Valley parce qu'elle en a besoin. Vous voyez, quand aujourd'hui j'ai une localisation de la production chez moi, c'est pas juste la cosmétique qui en bénéficie, c'est aussi les agriculteurs, c'est les services, c'est tout le monde en fait. Donc j'aimerais bien essayer de casser cette idée que la relocalisation ne serait nécessairement que des emplois hautement qualifiés et qu'elle ne serait que en fait par du capital et par de la machine. La réalité, à mon avis, est plus complexe et quand on est sur le territoire, on voit bien que l'arrivée d'un nouvel acteur économique est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc réjouissons-nous quand c'est le cas, parce que c'est vraiment très positif pour le territoire et pour la France. Oui, peut-être en complément et très simplement, un emploi industriel, c'est 4 à 5 emplois induits. C'est ça la mécanique. Effectivement, en soi, l'industrie ne va pas créer massivement de l'emploi. Mais si vous prenez tous les emplois des sous-traitants de services
puis le café du coin, le restaurant, puis l'école, parce qu'il va falloir accueillir les enfants du personnel, et ben, vous recréez de l'emploi et dans des territoires qui en ont été privés pendant un certain nombre d'années. La deuxième chose, c'est que le robot en soi diminue l'intensité du facteur travail. Mais comme l'objectif, c'est d'avoir plus de parts de marché, c'est ça l'équilibre. Et lorsque vous remettez des productions qui sont faites parce que vous internalisez des sous-traitants, par construction, vous augmentez la part de parts de marché. Alors effectivement, les 1000 emplois pakistanais, chinois, etc., convertissent en France en plutôt 150, 200 emplois. Ça, c'est vrai. Mais ça fait 250 de plus. Et la troisième chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue les conditions de travail. L'usine du futur, le 4.0, c'est une amélioration drastique des conditions de travail. Et comme tu le dis très bien, les opérateurs, ils peuvent monter dans le 4.0. Tout le monde se dit, mais c'est des emplois qualifiés. Oui, c'est des emplois qualifiés, mais sur lesquels vous n'avez pas besoin d'avoir une base académique extraordinaire. Ce qui compte, c'est que vous connaissiez votre produit et les process. Et quand vous regardez les transformations d'usines en 4.0 réussies, c'est les gens dans l'usine qui ont pris le train et qui vous disent, mais moi, je sors du travail, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux articulations. En plus, c'est bien, je me suis très bien fait à la tablette pour conduire ma ligne. C'est plus intelligent comme job. Et vous savez quoi, je gagne mieux ma vie. Et c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Rappelons quand même que les salaires dans l'industrie sont plus élevés en moyenne que les salaires en France. Et que du coup, quand on parle de qualifié, non qualifié, souvent, dans l'industrie, un opérateur est plus qualifié que le job d'entrée dans certains secteurs de services. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. J'ai un avion à prendre, probablement pour rejoindre Monsieur Dominique Régnier. Et je vous remercie de m'avoir invité pour cette table ronde très intéressante. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Peut-être, du coup, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on passe aux questions, parce qu'on reçoit beaucoup de questions. C'est pour ça que je me permets de regarder un petit peu mon téléphone depuis tout à l'heure. On reçoit beaucoup de questions, notamment du campus Île-de-France. Thomas, du campus Île-de-France, nous demande, plutôt que relocaliser, ne faut-il pas se concentrer sur le développement des GAFA de demain? Alors peut-être que Paul-Adrien Hippolyte, vous pourriez répondre, parce que vous avez également publié, il y a quelques mois de cela, une note sur les big tech à la Fondation pour l'innovation politique. Peut-être plus largement, ça amène aussi à se questionner sur comment rattraper notre retard en France et en Europe dans certains secteurs technologiques par rapport à des puissances comme les États-Unis ou la Chine. Avec plaisir, merci pour cette très bonne question. Je pense que, bien sûr, il y a les GAFAM et on pense à eux pour des raisons évidentes, mais il y a aussi beaucoup d'autres entreprises technologiques, notamment dans le B2B, le service aux entreprises, qui peuvent être extrêmement prometteuses et sur lesquelles on peut être excellent. Mais aujourd'hui, voilà, pour vous donner juste un ordre de grandeur, une idée du retard qu'on a, sur les montants qui ont été levés sur les marchés de capitaux depuis le début de l'année pour les entreprises technologiques. En Europe, en totalité, c'est 650 millions d'euros. Aux États-Unis, c'est 9,2 milliards, 14 fois plus. Et en Asie, 23 milliards, 35 fois plus. Donc c'est quand même absolument... Enfin, c'est pas un écart, c'est vraiment un gouffre entre les deux. Et je pense que c'est exactement ça. Il faut qu'on mette vraiment l'accent sur développer la tech. Et pour ça, peut-être deux suggestions de perspective. Première chose, c'est à mon avis éducation-formation. Il faut vraiment qu'on forme dans nos écoles aux sciences informatiques beaucoup plus tôt qu'on le fait aujourd'hui. Rendre l'apprentissage du code et des sciences informatiques obligatoire, enfin vraiment l'inscrire dans les programmes de l'éducation nationale, ça me paraît hyper important. Et puis, deuxième perspective, c'est changer aussi le mindset, l'état d'esprit, le rapport qu'on a par rapport à la prise de risque, au niveau, bien sûr, des potentiels entrepreneurs, mais aussi au niveau des financiers, en fait. Aux États-Unis, on finance la prise de risque de façon beaucoup plus généreuse qu'on le fait en Europe. Et ça, c'est au niveau des grands pourvoyeurs de capitaux qu'il faut avoir une réflexion. Ils sont, à mon avis, en Europe, beaucoup trop tournés vers le court terme, vers les profits immédiats, et pas assez vers le financement des projets hyper ambitieux et de long terme. Donc c'est une grosse tâche, mais on a beaucoup d'ingrédients pour réussir, et d'où cette idée en fait de localisation de ce qui est vraiment créateur de valeur aujourd'hui. C'est pas que les technologies numériques, mais c'est vraiment un élément hyper important. Alors pour la prochaine question, on a Ibrahim du campus Île-de-France qui demande: relocaliser des industries en Europe, est-ce que cela ne revient pas à priver certains pays en voie de développement de certaines sources de revenus?
Je ne sais pas si, monsieur le député, vous voulez répondre à cette question. Moi, je pense que c'est plus complexe parce qu'on est dans un monde mondialisé sur lequel, quand vous produisez en France, vous pouvez avoir des composants qui viennent de l'étranger, et même quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez avoir des composants qui viennent d'Europe. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a une allocation des ressources optimale qui se fait, et que en fait, c'est pas forcément négatif pour le pays qui perd une industrie au profit d'un autre. D'ailleurs, il peut lui-même créer d'autres types d'industries, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le monde économique comme étant fini. Je pense que vous avez une industrie qui part, vous pouvez en avoir d'autres qui se créent. Moi, ça arrive tous les jours dans mon territoire. J'ai des boîtes qui se ferment et qui soit arrêtent la production ou vont ailleurs. Et à l'inverse, j'ai des boîtes qui reviennent ou qui se créent et qui produisent de la richesse. Donc ne raisonnons pas de façon statique en se disant il y a une part du gâteau et grosso modo, si l'Europe relocalise, ça veut dire qu'en gros, il a mangé la moitié du gâteau ou les 3/4 et qu'il en reste plus qu'un quart pour les autres. Je pense que les choses sont plus complexes. Déjà, les entreprises sont connectées entre elles. Elles ont besoin des matières premières, des sous-traitants, etc. Et en plus de ça, le gâteau n'est pas fini. C'est-à-dire que vous pouvez en permanence créer et être dans une logique de croissance. Mais après, ça, c'est un débat politique. Vous avez des formations politiques et vous avez des mouvements qui sont contre la croissance, qui sont pour une décroissance et qui considèrent que le gâteau est systématiquement fini. Mais c'est pas ma perspective et c'est pas celle du mouvement dans lequel je suis. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous avons une autre question de Cindy du campus Île-de-France toujours. Voulons-nous vraiment produire de l'hydrogène avec du nucléaire dans 10 ans? Ne faudrait-il pas accélérer le développement de renouvelables pour répondre à ce nouveau besoin? Peut-être Valérie Faudon, si vous souhaitez répondre. Alors déjà, je pense qu'il faudra déjà produire de l'hydrogène décarboné. C'est le premier enjeu, puisque vous savez aujourd'hui que donc, tout l'hydrogène produit en France et qui est principalement consommé par l'industrie, c'est de l'hydrogène qui vient des technologies fossiles, qui est produit par vaporéformage. Donc c'est pas du tout ce qu'on peut appeler un hydrogène propre ou un hydrogène décarboné. Donc la grosse difficulté du développement du marché de l'hydrogène, c'est d'être compétitif par rapport à cet hydrogène produit avec des énergies fossiles. Et c'est d'abord donc dans l'industrie, puisque c'est le premier consommateur aujourd'hui. Donc il s'agit d'abord de décarboner ça. Donc on a cet atout qui est le fait qu'avec notre grille, c'est-à-dire l'électricité, il ne s'agit pas comme en Allemagne, ils ont du charbon ici et puis des renouvelables ici. Nous, c'est l'ensemble de notre grille électrique qui est décarbonée, qui est à plus de 90% produit avec de l'électricité bas carbone. Donc c'est un atout considérable parce que, comme je le disais, on peut produire l'hydrogène sur le lieu de production, donc on économise les coûts aval de transport de l'hydrogène, et ensuite le point crucial dans le coût de production de l'hydrogène décarboné par hydrolyse, c'est le fait qu'on va utiliser ces nouveaux grands électrolyseurs qui sont français. Il faut savoir qu'on a une chaîne industrielle de producteurs d'électrolyseurs, on va pouvoir les utiliser 24 heures sur 24, donc les amortir sur un plus grand nombre d'heures. Voilà, donc c'est vraiment un différenciateur compétitif que nous avons. Avec la Suède et la Norvège qui sont dans les mêmes situations que nous. Et donc je pense qu'il faut vraiment l'utiliser. L'étape d'après, ça sera, si on arrive donc à faire cet hydrogène compétitif, ça sera pouvoir utiliser l'hydrogène dans les transports lourds qui sont aujourd'hui les plus difficiles à décarboner avec l'électricité. Ce que je voulais dire par rapport à cette question d'avant, c'est que relocaliser en France, c'est aussi bon pour l'environnement, pour ces raisons-là. D'abord parce que notre électricité est bas carbone, mais aussi parce que nos normes sont plus exigeantes. Donc, se dire qu'on a expédié à l'autre bout du monde les industries polluantes, on n'a pas réduit la pollution pour autant. Et les rapatrier, ça serait justement meilleur pour l'environnement au niveau mondial, en particulier sur les émissions de CO2. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que la dernière question sera pour Paul Adrien, parce que notamment vous mentionniez l'exemple des batteries lors du round précédent. La question vient de Véronique du campus Île-de-France. Pourquoi ne pas relocaliser l'industrie ? Pourquoi pas relocaliser l'industrie, mais si on continue de se fournir en matières premières de pays en voie de développement, on continuera à nuire à la planète et à la biodiversité mondiale. Je pense que c'est notamment en lien avec notre dépendance en termes de matières premières et voilà ce qu'on peut faire pour ça. Je te passer la main, mais
C'est tout à fait vrai. Il faut savoir en plus que il vient d'avoir un rapport de la Banque mondiale qui dit que donc, sur certaines matières premières, la transition énergétique va faire augmenter la demande, va multiplier par 7 ou 8. Enfin, il y a un vrai problème en particulier pour le cuivre. Il y a beaucoup d'articles sur le cuivre en ce moment. Donc je pense qu'il faut en effet penser sobriété sur les matières premières et aussi d'où elles viennent. Alors, je vais répondre sur l'uranium parce que c'est mon domaine. L'uranium, évidemment, comme nous, on est dépendant de l'uranium. Il faut savoir quand même que la dépendance de l'uranium, c'est 501 milliards par an d'importation. Ça n'a rien à voir avec les 45 milliards d'hydrocarbures qu'on importe. Mais on a dû travailler pour sécuriser entièrement notre chaîne d'approvisionnement en uranium. On a 2 ans de stock stratégique, alors qu'on n'a que 6 mois de stock d'hydrocarbures. On a 5 ans en plus de stock additionnel d'uranium appauvri. On a 30 ans de réserve dans le monde. Et on a sécurisé notre première source de production. C'est peu connu parce qu'on parle du Niger, mais c'est le Canada. La première réserve du monde uranium, c'est l'Australie. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important pour l'ensemble de nos matières premières qu'on identifie comme stratégiques de mettre en place ces chaînes de sécurisation des approvisionnements et aussi de choisir des technologies qui sont sobres en matières premières. Non, juste un petit point d'ajout. Je pense que c'est une très bonne question, mais elle dépasse beaucoup le sujet des relocalisations. En revanche, du point de vue des technologies, on peut imaginer travailler sur les processus industriels de recyclage. On peut imaginer investir en R&D pour améliorer l'efficience des batteries et autres produits qui sont très consommateurs de métaux. Donc il y a des choses à faire et tout ça, on peut imaginer le développer en France et en Europe, bien évidemment. Donc voilà, je dirais investir dans la R&D le plus possible parce que de toute façon, on va avoir besoin de batteries. De toute façon, on va continuer à consommer de l'énergie. Donc, il faut essayer le plus vite possible d'être suffisamment mature pour tenir compte de cet enjeu que vous mentionnez, qui est très important. Juste pour rebondir sur la question de Véronique, du coup, qui était de dire relocaliser, pourquoi pas, mais en fait, si vous faites venir les matières premières de l'étranger, ça ne va pas être bon pour la planète et pas être bon pour la biodiversité, si j'ai bien compris la question. Moi, je crois qu'on a besoin du commerce international. Il ne faut pas que la notion de relocalisation ou de localisation se transforme en ultra-localisme, où tout serait produit à 2 km de chez soi. On a besoin d'avoir des produits qui ne sont pas forcément faits en ultra-local, qui viennent d'un peu plus loin, mais qui, en étant produits un peu plus loin, ont peut-être des climats qui sont un peu plus favorables, ont peut-être des ressources qui sont plus faciles, ont peut-être une façon de produire qui permet d'économiser du carbone et qui permet d'être bon pour la planète. Je vous invite à essayer de faire pousser à Paris des mangues, des bananes, du café ou du... voilà, je veux dire, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas le climat pour. Et ça, je pourrais vous le multiplier pour plein de secteurs agricoles sur lesquels, si on est dans cette logique-là de commerce international et si on va chercher les produits ailleurs, c'est de se dire qu'en fait, dans ces climats-là et dans ces endroits-là, ça pousse mieux. Voilà, même chose pour la lavande, même chose pour plein d'autres sujets sur lesquels on se dit qu'il y a un intérêt à avoir une répartition, une allocation optimale des plantations, des cultures, des matières premières, parce que la terre est faite, que vous avez des climats différents et que vous avez besoin de cette complémentarité-là. Et donc, ne tombons pas dans l'ultralocalisme, ne tombons pas sur le repli sur soi. Non seulement on a besoin de ces pays-là pour pouvoir nous approvisionner, mais on a aussi besoin d'exporter vers eux. Enfin, je veux dire, encore une fois, je vous parlais de la Cosmetic Valley tout à l'heure chez moi. Les parfums qui sont produits dans la Cosmetic Valley en France, ils ont vocation à s'exporter partout dans le monde. Et on est hyper fiers d'avoir des produits made in France qu'à l'étranger, qui sont vraiment recherchés à l'étranger. Où plein de personnes dans le monde, à l'autre bout du monde, se disent, en achetant ce parfum, en achetant cette cosmétique, j'achète un bout de la France. Et je suis fier de la France. Donc il faut vraiment s'ouvrir et pas se dire que tout se trouve dans son propre potager et que la solution au problème de l'environnement se trouve exclusivement dans l'arrêt des relations internationales, du commerce international. On a besoin de cette ouverture-là. Il faut être fier de cette ouverture-là. Voilà. Hop, on a une dernière question avant de conclure qui nous vient de Audrey. Quelles solutions apporter à certains de nos territoires moins attractifs, notamment à travers le départ des jeunes, les problèmes d'infrastructure et de transport, de réseau Internet? Quelles solutions apporter donc à ces territoires pour leur permettre de bénéficier de cette relocalisation d'entreprises et donc des emplois? Le micro est sur la table. Très rapidement, je pense que la réponse est dans la question. Il faut investir dans les infrastructures. Il faut qu'on développe le train massivement. Il faut qu'on développe la fibre.
Donc voilà, tout ça va permettre de connecter les gens et d'éviter justement qu'il y ait des territoires complètement isolés. Alors, moi, je suis dans des territoires ruraux. Enfin, moi, je suis dans un petit village de 1500 habitants, dans un hameau de 50 personnes. J'ai pas de commerce de proximité. Et pour aller faire mes courses, j'ai besoin de faire 10 km. Donc, je suis vraiment dans un milieu rural en Eure-et-Loire. Et on en est fiers parce que c'est un milieu qui est connecté aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette vision-là misérabiliste de la ruralité. On a aussi, grâce aux relocalisations, aux boîtes qui s'installent autour de chez moi, on a la fibre qui est arrivée. On a des routes qui ont été refaites. On a des trains en fréquence. On a des connexions. On a des écoles. On a des services publics, on a des maisons de santé qui sont apparues aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'arrivée d'une activité économique et d'une relocalisation ou d'une localisation permet bien évidemment d'entraîner un maximum de services et que ça bénéficie aux territoires, y compris ruraux, sur lesquels on est fiers d'avoir ces usines qui choisissent le territoire. La croissance et l'arrivée d'entreprises nécessairement amènent des infrastructures et amènent des politiques publiques qui sont là pour accompagner l'arrivée de nouvelles boîtes. J'ai le siège de Classe qui est en train d'arriver, qui produit donc des tracteurs, qui est en train d'arriver à quelques kilomètres de chez moi. Je peux vous assurer qu'il y a tout un écosystème et une infrastructure qui arrive et qui donne des emplois aux jeunes. C'est-à-dire qui permet d'offrir des perspectives en disant tu peux bosser à côté de chez toi et en plus ça a créé plein de services tout autour sur lesquels tu vas pouvoir trouver un job, t'épanouir et travailler localement dans notre territoire dans lequel on est fier de vivre. Voilà, donc vraiment, c'est un cercle vertueux et les politiques publiques sont bien évidemment tournées autour des nouvelles localisations industrielles pour accompagner ça et créer des emplois en local. Voilà. Je pense que c'est le moment de conclure cette table ronde. On aimerait remercier tous nos intervenants et nos intervenantes pour leurs apports passionnants sur ce sujet relocalisé, décarboné, rapatrié. Et également remercier les internautes qui nous suivent depuis des campus des territoires ou en streaming sur la plateforme. Merci.